Ça, c'est Youssou Ndour. Retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Sport à la Une, au sommaire donc de ce magazine du football avec la Ligue 1 sénégalaise qui démarre dans un mois. Sport à la Une est allé à la rencontre d'un promu, le Dakar Sacré-Cœur, qui veut marquer de son empreinte le championnat national, se fixe des ambitions modestes pour cette première parmi l'élite. La Lingard de Saint-Luc qui a failli quitter cette élite ne veut pas rééditer les erreurs de la saison précédente qui l'ont condamné à la relégation. Nous irons dans la capitale du Nord pour tâter le pouls chez les Samba Linguère. En volleyball, le Sénégal rentre des championnats d'Afrique de Yaoundé avec une 4e place. Retour sur l'expédition de nos Lions avec l'entraîneur national Amadou Sen qui sera sur le plateau de Sport à la Une. Très belle performance des Lions du mini-foot pour leur première participation à la Coupe du Monde en Tunisie. Les poulains de Cheikh Sidiba finissent 3e. Ils sont médaillés de bronze. Et puis les buzz du web à suivre en fin de magazine avec Mamadou Ndiaye qui nous parlera de Lionel Messi, auteur d'une très belle performance avec l'Argentine. C'était en milieu de semaine. Voilà le sommaire de ce magazine. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Malal Junior Diagne, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane, bonsoir au coach et bonsoir à tout le monde. Voilà, bonsoir au coach national de volleyball, Amadou Sen. Monsieur Sen, bonsoir. Bonsoir. Et puis désolé, on aurait dû avoir un deuxième invité, l'arrière gauche du Sénégal, de Orea, Pape Amadou Touré, qui devait être sur ce plateau, mais malheureusement au dernier moment, pour des raisons professionnelles, le jour s'est envolé du côté de la Turquie. On n'en dira pas davantage. J'espère que vous avez compris. Donc du volleyball avec les Lions du Sénégal au pied du podium à Yaoundé. Elles ont perdu la petite finale face à l'Égypte 3-7-0 dans un tournoi où les Lions nourrissaient de réelles ambitions pour se hisser au moins en finale. Nous faisons le point donc de la participation du Sénégal dans cet élément signé Alassane Ba. Les Lions du volleyball terminent le championnat d'Afrique au pied du podium pour la 5e fois consécutive. Le Sénégal a perdu la petite finale jouée ce week-end à Yaoundé face à l'Égypte 3-7-0. Les coéquipières de Fatou Diouk ratent leur objectif de monter sur le podium. Le titre est allé au Cameroun, pays hôte. Un sacre historique. Les Lions indomptables qui inscrivent leur nom au palmarès de cette compétition. Elles ont battu le Kenya, 9 fois champion d'Afrique, 3-7-0. Voilà donc les Lions du Sénégal qui rentrent de Yaoundé avec la 4e place. On aurait aimé être sur le podium. Vous auriez aimé être sur le podium. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Justement, déjà, dans l'ensemble, comment est-ce que vous appréciez la participation du Sénégal à ce tournoi? Bon, sur le plan sportif, je pense que le Sénégal est toujours égal à lui-même. Donc le potentiel, il est là, il est réel. Je pense que les filles n'ont plus à manifester ce dont elles sont capables sur le plan continental.
Et au regard des matchs qu'elles ont eu à disputer, surtout face à des grandes équipes comme le Kenya, où on a vu dans certains sets où c'était assez disputé, et voire même où le Sénégal est mené la partie. Et face au Cameroun, qui est le pays organisateur aussi, qui est une grande équipe, le Sénégal aussi a montré un visage très satisfaisant. Le Cameroun qui a remporté la compétition. Oui, tout à fait. Au passage, a remporté la compétition. Et donc, face au Cameroun, le Sénégal, déjà sur le troisième set qui était assez disputé, ça s'est joué sur un point. Donc, sur le plan sportif, vraiment, il n'y a rien à dire. Mais par contre, sur le plan de la préparation, à mon avis, vous y êtes, vous dites que sur le plan sportif, quand même, c'est vrai que ça va, mais vous y alliez avec un peu plus d'ambition. Vous nourrissiez l'ambition au moins de jouer la finale pour pouvoir certainement participer à une Coupe du Monde. Oui, on aurait toujours cette ambition, mais ça reste toujours dans le cadre d'un hold-up. C'est un hold-up que le Sénégal voulait faire. Parce qu'entre un pays qui met 465 millions pour se préparer et un autre qui met à peine 30 millions pour se préparer, ben, je pense qu'il n'y a pas photo. Donc, et que ce soit l'Égypte, que ce soit le Kenya et tout ça, là, c'est ce qu'il y a autour de l'équipe. Maintenant, en termes de potentiel, le Sénégal aussi a les athlètes qu'il faut. Le potentiel, il est là. Parce que c'est des athlètes d'un certain niveau qui évoluent dans de très bons championnats, donc qui peuvent répondre vraiment aux exigences, disons, d'une qualification au championnat du monde. Même si on disait le podium, mais les filles, dans leur tête, l'objectif, c'est d'aller au mondial parce que c'était ça la source de motivation. Et justement, parmi ces filles, je pense qu'il y a eu une très bonne satisfaction. Vous avez la MVP du tournoi dans cette équipe du Sénégal. Pas la MVP du tournoi, mais on a une qui a été primée, qui n'est pas, c'est la capitaine, donc elle a été nominée meilleure réceptionneuse du tournoi. Mais c'est une joueuse de qualité aussi, qui a été MVP dans des tournois beaucoup plus relevés que le championnat d'Afrique, notamment en Coupe d'Afrique des clubs au niveau asiatique. Elle a été MVP là-bas, donc elle s'appelle Fatou Diouk, c'est la capitaine de l'équipe nationale. Donc c'est une fille qui est assez distinguée, bon, et c'est pas une première, hein, donc, mais au-delà d'elle aussi, il y en a d'autres qui présentent, qui sont quand même excellentes dans leur championnat, notamment Bintousou en Finlande, où à un certain moment elle s'était distinguée comme l'une des meilleures athlètes du championnat. Il y a Mariam Diagne aussi qui est en Ligue A française, et d'autres, notamment Mamie Diouf qui évolue en Espagne. Donc le potentiel est là, vraiment rien à dire à ce niveau. Mais coach, comment vous expliquez le fait que sur ces 5 dernières éditions, le Sénégal finit toujours au pied du podium? Qu'est-ce qui manque à cette équipe pour aller au moins à la 3e marche? Ah ben, c'est bien beau de parler des 5 éditions, et là je vous invite à justement à attirer votre attention là-dessus. Ouais. Ben, on va commencer par 2009. Ben, 2009, c'est pas le ministère du Sport qui a envoyé le Sénégal au championnat d'Afrique. On s'est débrouillé pour y aller. On s'est débrouillé. On sait qui? On sait qui? Il y a la Fédération de volley. Oui. Qui a été assistée par les bonnes volontés. Donc du volleyball en particulier, surtout. Voilà, en 2009. On y est allé, on s'est battu, bon an, mal an. Et même en 2009, on était 5e. On n'était pas 4e. En fait, les 4e, c'est sur 4 éditions. D'accord. En 2011, on est parti. Le ministère nous a dit, bon, d'accord, on va vous accompagner au championnat d'Afrique. Mais retenez une chose, nous ne pouvons payer que les frais de participation et le titre d'avion. Point. Écoute, on dit pas de souci. On va faire avec ce qu'on a. Et les filles passaient la journée au stade Marie-Diaye sur les gradins et se préparer bon an, mal an. Arrivé là-bas, on était dans une poule difficile et pour passer en demi-finale, il fallait passer par-dessus la Tunisie. Ce qui a été fait. Donc 2011, on met de côté. 2013, rebolote, on peut vous envoyer, mais attention, côté vous gérez en préparation. Et là, on a fait appel justement à bonne volonté et c'est là où la Socosim a payé pendant 10 jours la préparation de l'équipe ici sur place.
D'accord. 2015, on arrive. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le budget, on dit, c'est 30 millions. 30 millions pour une compétition qui est organisée à Nairobi. Donc, si vous sortez les billets d'avion, il n'y a plus grand-chose à faire. Et les frais de participation, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui se passe? On cherche à gauche, à droite. Et c'est l'Algérie qui nous tend la perche. Donc, le président de la fédération algérienne. Et donc, j'en profite pour les remercier fortement. Parce que ce n'est pas une première. Ils nous ont invités en Algérie avec une prise en charge totale. Et pour nous donner l'opportunité de partager des matchs amicaux avec la Tunisie et l'Algérie. Raison pour laquelle, arrivé au championnat d'Afrique, nous tombons sur une poule extrêmement difficile. On se retrouve avec les deux meilleures équipes d'Afrique, notamment la Tunisie et le Cameroun. C'est-à-dire les équipes qui avaient représenté le continent africain au championnat du monde. Ouais. On fait avec. Les filles se sont battues. Les ont battus en match de poule. Arrivé en demi-finale, on croise l'Algérie. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme toute bonne équipe de volleyball, au-delà de, comment dirais-je, de la constitution même de l'équipe, le staff, il y a une partie très importante qui s'appelle le scouting. C'est des techniciens. Aller voir les matchs des Voilà. autres. Non seulement qui regardent les matchs, mais il y a des logiciels qui sont faits pour ça et qui nous permettent de ressortir les trajectoires d'attaque, de sortir les forces et les faiblesses de l'adversaire. Et à partir de là, le coach, il fait son plan de match, son game plan. Alors, l'Algérie a bien fait son scouting pendant comment dirais-je, tout le premier tour. Voilà. Parce que le Sénégal a battu la Tunisie, le Cameroun, tout ça, mais pendant ce temps, le scouting, ça marche chez les Algériens. On arrive, mais on a été cerné de tous les côtés. Le Sénégal était venu sans scouting. Donc, alors, du coup, je veux dire que donc il y a une partie du staff qui manque. On revient, on perd la demi-finale, troisième place, on retrouve le Cameroun. Et le Cameroun aussi avait son scouting. Vous l'avez battu à l'aller, en match de poule. Mais voici, sur la petite finale, voilà. On a mené de 7 à 1. Quatrième set, on a une joueuse qui est blessée, qui s'appelle Mbayengsek. On fait avec. Et ça s'est joué sur le fil. C'est-à-dire avec 2 points d'écart. Et maintenant, en 2017? En 2017, c'est la préparation qui a été catastrophique. Je vous dis, la fille qui a été primée, la capitaine d'équipe, ne s'est préparée que pendant 3 jours. Ici à Dakar? Oui. Avec 3 jours de préparation avec l'équipe nationale. Ou bien maximum 4. En tout cas, c'est entre 3 et 4. Autour de 3 et 4. Il y a une autre qui est retournée en Espagne. À son retour, donc au Sénégal, elle n'a eu que 2 jours. Après, c'est l'avion. Alors, on nous a alloué 10 jours de préparation. Je veux dire, des autorités... Avec une prise en charge totale. Oui, on nous a mis à la piscine olympique. Donc, on disait pour 10 jours. Bon, d'accord. Maintenant, 10 jours, on va faire venir les athlètes. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment où il fallait faire venir les athlètes sont disponibles, peuvent venir. Mais le billet n'est pas là. Le billet d'avion pour les faire venir. Est-ce qu'il devait payer le billet? Le ministère? Non, c'est le ministère. Le ministère fait de bonnes choses. Hein. C'est pas, parce que si on m'entend parler, on a l'impression que le ministère n'a rien fait. Le ministère fait des choses. Oui, mais quand même, mais le problème est que par rapport au niveau de l'équipe, c'est largement insuffisant. Je veux dire, il ne faut pas se voiler la face. Il faut se dire la vérité. Parce que déjà, il faut dire que c'est une équipe pratiquement composée que d'expatriés. Et certainement, une équipe composée d'expatriés, il vous faut plus de temps pour essayer de créer l'alchimie. Exactement. Donc, il y a le temps de préparation, il y a l'environnement de préparation. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple très simple. J'aime bien mes amis du basket et j'aime bien le basket. D'accord? Le basket, en voulant chercher le titre en 2015, ils étaient logés à Fleur de Lys. C'est 80 000 francs par jour et par personne. Le volley est logé à la piscine olympique, 25 000 francs. Tu dois être logé et nourri et la structure va sortir ses bénéfices. Donc, je veux dire, c'est pour vous donner une idée des besoins
qui sont énormes et de ce qui est fait qui est infime. On est allé en 2015. Après, parce que c'est notre plus beau parcours, ce qu'on a fait en 2015. Mais arriver en demi-finale, même ici, arriver en demi-finale, il n'y a personne même qui appelle que mais bravo les filles, on vous encourage, on est derrière vous. Mais quand c'est les autres disciplines, je ne parle même pas d'appel, on les accompagne. On les accompagne. Mais par rapport à toutes ces difficultés recensées depuis ces 5 dernières compétitions, qu'est-ce que la fédération de volley a fait pour que cette situation-là change? Non, ce n'est pas un problème de fédération de volley, c'est un problème de protocole, de prise en charge d'une équipe nationale. Oui, mais que la fédération doit défendre auprès du ministère. La fédération défend, mais la fédération défend du ministère quand même. La fédération doit avoir de la retenue vis-à-vis du ministère. Bah parce qu'ils sont délégataires de pouvoir. Mais voilà, donc ça c'est tout à fait normal. Mais là, je suis en train de parler avec vous des choses qui concernent tous les Sénégalais. On est en train de parler du drapeau national. Oh oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. On est en train de parler du drapeau national. Mais en vertu de quoi devrait-on donner le drapeau national à une discipline et pas à une autre? Donc on ne vous l'a pas donné. Du tout. On l'a porté dans notre cœur. Mais officiellement, il n'y a rien qui a été fait. Voici le drapeau national, voici le message du chef de l'État, bien via le ministre des Sports, bien via tout. Même si c'est un portier, que ce soit un Sénégalais qui délivre le message, pas de souci, peu importe. Mais que ce message soit délivré. Parce que ces filles en sont dignes, raison pour laquelle elles ont laissé toutes leurs activités pour répondre à l'appel de l'équipe nationale. Donc, à mon avis, il y a des choses à revoir. Et on ne peut pas comprendre que des Sénégalais, bon teint, on est en train de parler du sport national, enfin du sport de manière générale, mais pourquoi devait-on dire à vous, quand vous gagnez un match, voici vous avez tant, quand vous passez au deuxième tour, voici vous avez tant, mais on défend qui? On défend le Sénégal? Oui ou non? On défend le Sénégal. Mais pourquoi, à l'heure où je vous parle, les primes même qui devaient, je ne parle même pas des primes, même pas des primes, les perdièmes qui devaient même leur revenir, les filles sont parties sans 0 franc pour l'instant. Ça va être réglé peut-être d'un moment à l'autre, on a dit demain, peut-être pour celles qui se déplacent, on a dit aujourd'hui. Mais tout ça, c'est de l'amateurisme. Non, ce n'est pas de l'amateurisme, c'est de la négligence. Oui, mais coach, face à cette négligence-là, comme vous dites, d'où est-ce que vous tirez ces ressorts qui vous permettent quand même de compétir jusqu'à titiller le podium africain? Mais c'est très simple parce qu'en fait, les techniciens, qu'est-ce qu'ils ont à faire? La détection. Vous détectez l'athlète. Fatou Diop, que vous voyez, a été détecté. Elle n'est pas la seule, les autres aussi ont été détectés. C'est-à-dire le bon profil, la détection. Et deuxième étape, la formation. Vous formez l'athlète jusqu'à ce que l'athlète ait un certain niveau. Et ensuite, il faut créer un environnement où l'athlète doit pouvoir s'exprimer pour vraiment rencontrer les réalités du haut niveau. Compte tenu de leur niveau, donc, elles passent en expatrié. Elles sont dans un meilleur environnement pour pratiquer la discipline. Maintenant, le problème, c'est le 4e point. Ces athlètes détectés, formés, mis dans un environnement pour mieux s'exprimer, mieux se développer, mais après le retour, parce que tout ça on l'a fait pourquoi? C'est pour notre pays, c'est pour l'équipe nationale. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous allez prendre Fatou Diop ou bien une autre qui est dans un meilleur environnement, elle se distingue. Elle est MVP player dans le meilleure joueuse en Coupe d'Afrique des clubs en Asie. Vous allez dans le championnat espagnol, dans le 6, la plupart du temps, dans le 6, vous avez une Sénégalaise qui se distingue étant dans le 6, donc faisant partie des meilleurs. Et d'autres. On ne peut pas les citer, mais je veux dire que les athlètes sont là, les athlètes sont prêts. Mais pour l'équipe nationale, ce dont on a besoin, c'est que les gens sachent que le Sénégal peut jouer les premiers rôles en Afrique. Il faut en mais pour jouer les premiers rôles, il faut d'abord qu'on remporte notre première médaille. Notre première médaille, c'est la considération et mettre l'équipe dans un niveau disons, de compétitivité, au niveau de compétition correct. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner des exemples, parce que j'aime bien citer des exemples que les gens sachent. Le basket.
Moi, j'ai fait le basket avant le volley. Donc, pour dire que je suis passionné de basket. Mais quand tu l'as fallu dire au Sénégal, ah les garçons, ça fait longtemps que vous n'êtes pas montés sur le podium, on fait quoi? On sort les gros moyens. On dit, non seulement on sort les gros moyens, on dit, dites tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut, c'est le titre. On va chercher machin, on donne tout, on met les bouchées doubles. D'accord. Et vraiment, le basket le mérite. Très honnêtement, le basket, c'est du travail et je sais que nous avons de bons athlètes. Mais je veux dire, le volley est arrivé au stade où les athlètes méritent un meilleur traitement. Mais coach, à titre comparatif, quand on parle de volley, quelque part, je pense au handball. Oui. Le handball sénégalais qui a failli jouer une finale, sportivement parlant même, qui devait jouer une finale de Coupe d'Afrique Oui. avec des joueuses professionnelles, des joueuses naturalisées. Et là, bon, je me dis que leur fédération, sur le plan financier des moyens, ne doit pas être très loin de la vôtre. Mais, quelque part, on a un président qu'on entend souvent, qui tape sur la table et qu'on dit qu'il va aller chercher les moyens. Est-ce que c'est votre cas? Comme l'a dit Malal, est-ce que votre fédération quand même se fait entendre, crie sur tous les toits pour quand même se faire respecter, pour que cette négligence dont vous parlez ne puisse plus avoir lieu? Non, ça dit, il faut, enfin, quelque part, les individus, quand même, sont différents, à chacun sa nature. Mais il y a des règles de base, c'est-à-dire il y a des tenues à avoir. Il y a des gens, pour rien au monde, ils vont venir faire le pied de grue du matin au soir pour demander quelque chose. En vertu de quoi? On devait le faire. C'est des gens qui gagnent bien leur vie, qui ont bien travaillé, machin. Voilà, c'est des gens corrects. Maintenant, il y a des règles. Les règles sont là, sont naturelles. C'est-à-dire, s'il y a des choses à faire, faisons-le. C'est-à-dire que ce soit le handball se débrouille très bien, mais je veux dire de manière générale, que ce soit le handball, que ce soit le volley, le basket, le rugby, c'est le morphotype sénégalais qui répond aux exigences du volley, du sport de haut niveau. Donc, dès l'instant où on en est conscient, à mon avis, l'État doit revoir sa politique sportive de façon à mieux prendre en main les sélections nationales. Je suis d'accord. Ça, c'est pas une question de parler de volleyball, de machin, c'est juste faire le point, évaluer, parce que si ça, même en sport individuel, le Sénégal est brillant, mais on ne peut pas rester sur le même budget peut-être utilisé dans certaines années, et puis maintenant il y a un autre niveau, vous avez des athlètes qui ont atteint un certain niveau. Vous voulez jouer les premiers rôles, mais il faut mettre plus de moyens. Je vous donne l'exemple du Cameroun. Chez les filles, elles ont joué à la finale du football. Elles ont joué à la finale du basket, les Sénégalais les ont battus. En demi-finale, je crois. Mais elles ont joué à la finale du volley. Mais à un certain moment, ils ont compris qu'il fallait mettre les moyens. Ils ont mis les moyens. Parce que pour se préparer pour cette équipe nationale, c'est plus de 3 mois au Brésil. Plus de 3 mois au Brésil. Oui, le Cameroun, ils ont fait 3 mois au Brésil, le Kenya, je pense, est allé en Chine. Donc, les équipes sont là, on connaît. Et le Sénégal n'ignore pas ça. Le Sénégal, c'est vraiment comment préparer une équipe nationale. Parce que le basket, on sait qu'il faut aller chercher le podium, il faut aller chercher le titre, mais le basket ne va pas s'enfermer à Dakar ici. Il faut un temps, d'accord, ici, mais en autre temps, pour faire les réglages, n'importe quel entraîneur a besoin des matchs pour faire les réglages. Donc, à mon avis, c'est juste une question de prise en main. Et aussi que les gens sachent qu'on n'est pas dans un schéma où le ministère des Sports est là, le volley est là, bien non, c'est pas ça. Nous parlons entre Sénégalais, les yeux dans les yeux. Il y a des manquements quelque part, nous avons besoin d'échanger le plus poliment possible afin de remédier. Parce que demain, s'il y a quelque chose de positif, c'est pour tout le monde. Parce que surtout une sélection quand même nationale. Qui, 4 ou 5 reprises termine au pied du podium, ça veut dire que quelque part quand même il y a du talent. Absolument. La qualité. Justement, le volley au Sénégal, parce que quand même cette équipe du Sénégal, on se rend compte que pratiquement elle n'est composée que d'expatriés. Mais ici, au pays, comment se porte ce sport? Ça se porte pas mal. Et quand on dit des expatriés, ce n'est pas des athlètes qui ont été formés à l'étranger. Pas des binationaux? Non. Elles ont été toutes formées ici.
ont atteint un certain niveau. Les clubs de haut niveau ont besoin d'elles et ont fait appel à leur talent. Elles sont parties monnayer leur talent. Actuellement, au moment où je vous parle, parce que peut-être il y a plus de visibilité sur cette équipe féminine, mais je vous dis que la relève chez les garçons, ce que j'ai vu en tout cas à travers les quelques observations par-ci par-là, il y a une bonne relève qui se prépare chez les garçons. Chez les filles, il n'y a pas de souci, la relève aussi est bien en place, parce que les gens travaillent. Vous allez à Matam, il y a le volley. Vous allez à Diofior, il y a des centres d'élite qui sont là-bas, que je suis personnellement d'ailleurs. À Kaolack, à Ziguinchor aussi, ça fait longtemps qu'ils ont une tradition pour former les gens au volley. À Tamba, pareil. Donc ça veut dire que le volley est assez partagé et la fédération se bat pour que ça aille de l'avant. Mais on est dans une situation où il faut créer le déclic pour que les sponsors arrivent. Et ce déclic, actuellement, c'est une partition que l'État doit jouer. Ce n'est pas un problème de... Les techniciens en ont fini. On a formé les athlètes sont là. Mais pour pousser cette équipe nationale, pour créer ce déclic, la volonté de l'État et aussi. à partir de là, les sponsors vont prendre le relais. Il faut jouer cette partition et la jouer correctement. Ouais, parce que aussi, c'est le problème du sport sénégalais, les problèmes de moyens. Et le championnat national aussi se joue de manière régulière. Oui. Il y a eu un championnat organisé en première division et en deuxième division aussi. Ça s'est très bien passé. On a assisté à de très belles finales. Et je pense que le ministre d'ailleurs était là-bas. Et là, je le remercie vraiment pour ça. Et c'est une excellente chose parce que c'est la deuxième fois qu'il se présente, même s'il est ministre du Sport. Mais il a pris la peine de regarder, de voir ce qui se passe au volley. Et il a encouragé les efforts aussi fournis par le volley. Maintenant, il reste à accompagner l'élite du volleyball sur le plan continental. Cette non-qualification en Coupe du Monde, certainement, ça a été un coup dur. Maintenant, quelles sont les perspectives pour cette sélection sénégalaise? Non, les perspectives, c'est toujours les mêmes. Parce qu'en dehors même des filles, il y a ce qu'on appelle les U23, les moins de 23 ans. Elles sont là, elles sont prêtes. Dans cette équipe même, il y en a, c'est une équipe qui, la moitié c'est des jeunes, hein, elles sont très jeunes, la moitié elles ont autour de 22 ans, 23 ans. Et donc la relève est là. Et derrière ça aussi, il y a d'autres programmes qui sont mis en place. On travaille dessus. Et ça veut dire que, à mon avis, le volleyball féminin est sécurisé. Côté masculin, il y a les U23 aussi que j'ai vus, avec une bonne moyenne de taille. C'est juste un problème de prise en main pour les accompagner. Donc, à mon avis, d'ici quelques temps, le Sénégal va être très très présent sur le plan continental, aussi bien en filles qu'en garçons. Ouais, parce que quand je parle de perspective, je pense surtout à Tokyo, les Jeux Olympiques. Est-ce que vous ambitionnez d'y être? Bon, les Jeux Olympiques, ça va être un peu difficile. Parce que déjà, le tournoi qualificatif s'organise à une période où les joueurs sont très très pris par les clubs. Et ensuite, vraiment, à un certain moment, on a besoin que les autorités nous disent vraiment clairement comment ils vont nous accompagner pour vraiment décrocher la lune, si on peut appeler ça. Mais est-ce que vous avez essayé d'expliquer ça à la direction de la compétition, au ministre lui-même, afin qu'il puisse être mis au parfum de toutes les difficultés que vous avez énumérées ici et qu'ensemble vous pouvez échanger pour y trouver des solutions? Oui, bon, en fait, il y a les... parce que d'abord, il y a une chose. Le ministère des Sports est représenté à toutes les compétitions, à chaque championnat d'Afrique. Vous avez quelqu'un du ministère? ministère? Il y a d'abord quelqu'un du ministère des Sports qui fait un rapport. Donc, si ce rapport est fidèle en termes de qualité, ça veut dire qu'on doit avoir des perspectives pour cette équipe nationale. Oui, mais être présent dans une phase finale de compétition, c'est différent d'être présent dans une phase de préparation où il y a toutes les difficultés du monde. Oui, est-ce que ces difficultés-là, vous les mettez sur papier et que la fédération se charge de les transmettre à qui de droit afin qu'ils puissent être informés pour y trouver des solutions? Bon, à mon avis, les gens sont au courant des difficultés. Parce que déjà, une chose, ce que je trouve personnellement anormal, même quelle que soit l'équipe nationale qui se prépare, même si les fédérations dépendent du ministère, à mon avis, quelque part, la haute compétition devait faire un petit checking, voir ce qui se passe pendant la préparation, ce qui n'a rien à voir avec le rapport de la fédération. Mais leur propre rapport, faire leur check-in de vérification, qu'est-ce qui se passe, est-ce que les normes sont respectées, est-ce que les protocoles sont là, etc., etc.
pour voir, parce que c'est avec ça qu'on va dire qu'il n'y a pas de mission. Bon, cocher ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Je pense que en termes de management et de gestion, bon, on a pu apprendre quelque chose, soit la façon de s'y prendre. Encore une fois, c'est ce problème du ministère avec un budget qui n'arrive pas à faire face pour toutes les disciplines. C'est ça le principal problème. En fait. Je pense que là, vous touchez du doigt le vrai problème. À mon avis, le problème, c'est un problème de moyens, d'argent. C'est vrai. Parce que là, cette année, le ministère des Sports, si vous voyez bien, après, bon, déjà le foot, ça suit son cours. Ouais. Le basket, ils ont pris 700 millions pour les deux compétitions. Le basket chez les filles et chez les garçons, c'est énormément d'argent. 700 millions. Voilà, donc c'est énormément d'argent. Et voilà que les autres disciplines sont là, qui pointent du nez parce que ça titille l'élite. Ben, il faut plus d'argent. Voilà. Et puisqu'il faut plus d'argent, l'État doit réajuster un peu le budget du ministère des Sports, à mon avis. Voilà, l'État doit réajuster. Diminuer les fonds du palais pour augmenter les fonds du ministère des Sports. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Idée de Malal Junior Ndiaye. Merci coach et félicitations pour cette 4e place malgré pour l'abnégation et la détermination à faire briller l'équipe nationale du Sénégal malgré toutes les difficultés. Merci beaucoup, merci. Je vous remercie pour votre invitation. C'était pas évident, vous rentrez fraîchement de voyage. Malal, on va parler de football à présent avec la Ligue 1 sénégalaise qui va démarrer dans un mois et on va découvrir cette année une nouvelle équipe, une académie qui vient de monter en première division, le Dakar Sacré-Cœur. Oui, après Djambar et l'équipe de Génération Foot, on aura une 3e colonie d'académiciens. Il s'agit de Dakar Sacré-Cœur, fraîchement promu en Ligue 1, avec pour ambition donc, avant l'entame de la compétition, de tout faire pour se maintenir dans l'élite. Génération Foot a réussi, Djambar a réussi. Pourquoi pas donc Dakar Sacré-Cœur? Ils ont les joueurs, le staff technique et les installations nécessaires. Mamoudou Ndiaye et Ibou Sissé y ont fait un tour. Après Djambar, Génération Foot, un autre centre de formation va découvrir la Ligue 1 cette saison. Champion de la Ligue 2 la saison dernière, Dakar Sacré-Cœur est réputé avoir une bonne organisation, mais aussi une bonne qualité de joueurs et de coachs. Nous sommes un club professionnel sénégalais qui investit dans la formation et donc la base de notre équipe va être d'année en année de plus en plus des joueurs issus du centre de formation. Que ce soit des clubs qui ont des infrastructures comme nous, mais qui investissent énormément, notamment dans la formation. On a des ressources, c'est vrai, à travers nos activités sport-loisirs, mais toutes ces ressources ne suffisent même pas à combler les moyens qu'il faut mobiliser pour le football professionnel. Bruno Roar, un formateur venu de la France, le coach a réussi à faire monter l'équipe dans l'élite pour une première fois, après 6 ans d'attente. Bruno Roar, je vais avoir 50 ans, j'arrive de France, j'ai fait une carrière de joueur correct, j'ai eu la chance de jouer en Ligue 2 professionnelle, j'ai joué en National, en CFA, donc j'ai beaucoup joué en France évidemment, surtout dans le nord de la France. Et puis j'ai enchaîné sur une carrière d'éducateur formateur au Havre, qui est un bon club formateur de Ligue 2, d'où sont sortis beaucoup de bons joueurs qui jouent d'ailleurs en équipe de France actuellement. La Ligue 1, une découverte pour le club et son technicien français. On sait que ça va être difficile parce que la Ligue 1 c'est un cran au-dessus. Mais on est prêt, on travaille, on a vu des matchs la saison dernière, on a joué aussi contre des équipes de Ligue 1 en coupe, donc on sait que ça va être une année plus compliquée certainement que l'a été la saison dernière. Mais voilà, on ne se pose pas trop de questions, on va prendre match après match, on est prêt à affronter ce difficile championnat, ça nous fait pas peur, ça nous motive plutôt. En pleine préparation pour la saison prochaine, Dakar Sacré-Cœur n'a qu'un seul objectif, jouer le maintien. Stabilité, essayer de découvrir effectivement ce championnat de première division, se stabiliser dans ce championnat, après l'appétit vient en mangeant. Nous, notre premier objectif c'est la stabilisation, c'est-à-dire on monte en Ligue 1, on ne se met pas de pression, l'objectif c'est, ça serait vraiment génial de finir dans la première partie du tableau, et puis si on peut aller jouer un petit peu plus haut, évidemment on va pas se gêner pour le faire. Après le départ d'un de ses joueurs clés, le milieu Ousseynou Ndiaye, le club compte renforcer son effectif
pour bien figurer en Ligue 1. On a recruté 2 joueurs, on ne sait pas trop si on va en prendre encore ou pas. Il pourra peut-être y avoir encore une arrivée ou 2 maximum, mais pour l'instant on est bien comme on est. On recrutera vraiment s'il y a des besoins. Et aujourd'hui avec Alain Olio, on regarde, on étudie toutes les pistes. Mais si on doit partir avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, on partira avec, ça ne nous fait absolument pas peur. Comme Djambar et Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur sera très attendu dans l'élite du football sénégalais. Réussira-t-il à imiter la prouesse des pensionnaires de l'académie de Denis Birandao? L'avenir nous édifiera. La Dakar Sacré-Cœur, Malal, quand même, on a vu que Génération Foot est montée, a gagné le championnat. Gus Goré, dans un passé récent aussi, a réussi cette prouesse, cette équipe de Dakar Sacré-Cœur. Vous les voyez, je sais pas, on va dire être champion, mais quand même jouer un rôle extrêmement important au sein de l'élite. Ah, ils ont les moyens pour ça, parce qu'aujourd'hui, le football professionnel, c'est d'abord les installations, ils ont ça. C'est ensuite un bon encadrement, ils ont ça, avec des techniciens qui sont venus de Lyon pour un peu former la jeune garde. Ils ont les moyens financiers et ils ont l'ambition. Donc, tout ce qu'il faut pour perturber l'élite est réuni, on leur souhaite bon vent. Maintenant, il faudrait également que ceux qui sont trouvés en Ligue 1 se réagissent pour un peu élever le niveau de la compétition. Mais est-ce que cette affaire n'est pas en train de devenir une affaire d'académie, Djambar, Génération Foot Ils ont ce petit truc-là en plus, les installations sportives pour travailler. Génération Foot peut s'entraîner à 5 h du matin, 19 h, 23 h. Djaraf ne peut pas faire ça. Niariteli, pareil. La Linguère de Saint-Louis, pareil. Il faudrait que ces équipes-là, dites traditionnelles, se mettent à niveau. Il faut que ces clubs-là essaient d'avoir ne serait-ce qu'un terrain d'entraînement qui leur appartient, avec du gazon synthétique. J'ai entendu le président Sayer dire qu'ils ont un plan de mettre en place 10 terrains, mais je pense que les responsables des équipes doivent travailler pour aller dans ce sens-là, et que la Ligue puisse les accompagner pour qu'ils se mettent à niveau. Et quand ils auront tous des infrastructures de qualité, ce sera bénéfique pour le football local. Certainement. Et puis l'argent, le principal problème de nos clubs. Et pourtant, ils ne sont pas moins de 19 les joueurs issus de nos clubs et qui fréquentent l'équipe nationale du Sénégal. D'où le cri du cœur de Mathieu Chupin, le président de Dakar Sacré-Cœur, que je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Ndiaye et Ibou Cissé. Mission impossible tout simplement, parce que aujourd'hui, dans notre contexte actuel, pour la 2e année de suite, la Ligue n'a plus de sponsors. Ce qu'on peut d'ailleurs difficilement comprendre, puisque en même temps, ce même sponsor que nous aimons beaucoup, nous ici à Dakar Sacré-Cœur, a re-signé avec l'équipe nationale. Donc moi je ne m'explique pas, sachant qu'aujourd'hui vous avez quand même 19 joueurs dans l'équipe nationale actuelle, 19 joueurs qui sont issus de nos clubs locaux, nos clubs sénégalais, parmi lesquels bien sûr Génération, Djambar en particulier, mais d'autres clubs, Diego, Djaraf et autres. 19 joueurs, comparons cela avec 2002. Donc aujourd'hui, on a un football local qui participe pleinement à cette équipe nationale. Et aujourd'hui, ce football local est en train de mourir à petit feu. Et je le dis haut et fort, on est en train de mourir. Que ce soit des clubs qui ont des infrastructures comme nous, mais qui investissent énormément, notamment dans la formation. On a des ressources, c'est vrai, à travers nos activités sport-loisirs, mais toutes ces ressources ne suffisent même pas à combler les moyens qu'il faut mobiliser pour le football professionnel. Donc vous me parlez de budget aujourd'hui. On est champion de Ligue 2, demi-finaliste de la Coupe de la Ligue. On n'a pas eu un franc CFA de recettes. Droit télé, on ne sait pas où on en est aujourd'hui. Donc franchement, ça devient mission impossible. C'est le débat qu'on était en train de tenir tout à l'heure. Personne n'est content. Le manque de moyens, c'est partout. Oui, mais au football aussi, je pense que la fédération gagnerait à payer les primes des équipes qui participent en compétition des coupes, et que la Ligue aussi doit trouver plus de moyens avec le sponsoring pour mettre en place également des enveloppes disponibles dès la fin du championnat. Parce que les équipes ont des obligations qui n'attendent pas. Les salaires, la préparation hivernale, ça coûte de l'argent. Et quand vous avez besoin de quelque chose, la première chose à laquelle vous pensez, c'est qui me doit. Donc la Ligue doit payer, la fédération doit payer, et que ces équipes-là puissent prendre cet argent pour démarrer au moins la préparation hivernale. Et après, elles vont faire le travail nécessaire pour trouver des sponsoring avec un bon marketing
pour aussi avoir un plus-value. Voilà, merci Malal. Djibril Wade, reconduit à la tête de Nyari Tali NGB pour les 4 prochaines années. Il est en ligne, nous l'aurons tout à l'heure. Et ça, c'était à l'issue de l'Assemblée générale du club qui s'est tenue hier. Autre bonne nouvelle pour les Galactiques, le club va entrer en possession du terrain du cinéma Al-Akbar à la SICAP. Et l'objectif est d'en faire une infrastructure sportive de dernière génération. On suit cet élément, signé Chartidiane Diom et Diafaraba. L'acquisition du terrain du cinéma à l'Akbar a été un dur combat pour les dirigeants du club Nyari Tali Grand Dakar Biscuiterie. Un rêve qui devient réalité pour le président du club NGB qui rempile. Le maire vient de l'annoncer aujourd'hui. L'État du Sénégal a décidé de nous loquer entre Sénégal. Le papier est sorti, nous l'avons. Donc maintenant il y a les formalités maintenant, extra. Il y a le maire aussi qui doit faire un certain travail pour déguiser les gens. Donc aujourd'hui je crois que il y a eu un problème. Cette assemblée générale marque le 10e anniversaire depuis que le club a embrassé le football professionnel. Pour le comité exécutif de NGB, le prochain combat sera taxé au volet formation et à la sensibilisation des supporters sur la violence. Je ne cesserai jamais de parler avec les supporters. Mais quand même, j'ai commencé à parler depuis les temps. Et je me suis battu avec tous les dirigeants de ce club-là à travailler pour pacifier le sport sénégalais. Et je pense qu'on le veuille ou non, nous avons fait des avancées. Le NGB, le Nyari Tali des années 90, 2000 n'est plus aujourd'hui le NGB d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème, c'est d'organiser le supporter, mais d'organiser l'activité supporter. L'activité supporter, parfois, il ne faut pas se tromper, il est à la fois bénévole et ça doit aussi rapporter. Créé en 1981, Nyari Tali logé dans la zone 3 dans le championnat populaire, NGB évolue dans l'élite. L'objectif du président réélu reste la conquête de l'Afrique. Le président Djibril Wade élu encore pour 4 ans à la tête de NGB. Justement, il est en ligne avec nos présidents. Bonsoir. Oui, bonsoir, merci. Alors, président, donc vous êtes élu encore pour les 4 prochaines années à la tête de ce club. On rappelle que vous étiez le seul candidat. Mais dites-nous d'abord. Bonsoir, Diao. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Oui, je dis que vous êtes élu donc pour les 4 prochaines années pour diriger ce club. Vous étiez le seul candidat, mais dites-nous d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé encore à vouloir poursuivre l'aventure? Mais écoute, je ne me suis pas poussé à cette aventure-là. Je crois que cette aventure-là, elle a commencé depuis plus de 10 ans avec un club qui était dans le mouvement Naïtan. Et avant même, je pourrais dire depuis 25 ans, parce que même je suis dans le mouvement Naïtan depuis le début des années 80. Bon, à un moment donné, nous nous sommes dit que nous allons plonger, moi et un groupe d'amis. Ce qui a été fait, nous avons voulu montrer que nous avons notre place dans l'élite, ce que nous avions fait, et je crois que depuis ce temps, nous sommes dans l'élite et que vraiment aujourd'hui, on continue y rester. Et maintenant, je crois qu'aujourd'hui, cette aventure-là doit continuer. Toute une population, les populations de Grand Dakar, de Biscuiterie, à travers les anciens et les chefs de quartier, les Badjou m'ont fait confiance pour continuer cette aventure-là pendant 4 ans. Et je disais toujours que nous organiser et être créer une équipe, jouer un championnat et nous maintenir, ce n'est pas quelque chose de difficile. Mais ce qui est difficile, c'est de réussir à créer un club qui va être pérenne. Et je crois que pour ces prochaines 4 ans-là, NGB va s'atteler à créer un truc qui va être pérenne. Et pour cela, il nous faut quand même des installations. Et justement, il vous faut des installations, mais dites-nous d'abord, vous comptez faire passer un cap quand même à cette équipe que vous dirigez, qui a eu à jouer une finale de championnat, à gagner une Coupe du Sénégal. Oui, c'est bon de gagner le championnat, c'est bon la Coupe du Sénégal. Mais quand même, aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est de pérenniser ce club-là. Je dis que c'est très bien de gagner le championnat, c'est très bien de gagner la Coupe du Sénégal, parce que aussi nous sommes des humains, et nous sommes là, et nous allons partir. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire pérenniser le club-là. Donc aujourd'hui, cette année, il est temps quand même de nous focaliser sur l'aspect installation, essayer d'avoir des installations pour ce club-là.
et après maintenant chercher à gagner le championnat et la Coupe du Sénégal. Mais la Coupe du Sénégal, nous l'avons gagné, la Coupe de la Ligue, nous l'avons gagné, il nous reste le championnat. Et le championnat, quand même, c'est une épreuve extrêmement dure, qui demande quand même une certaine régularité. Et cette régularité-là, je crois qu'aujourd'hui, pour l'avoir, il faut avoir quand même un club stable, une équipe stable. Alors, Président, vous l'avez dit, ce mandat-là, c'est pour faire des infrastructures. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, au plus tard, au début de l'année prochaine, que le chantier pour la construction de votre terrain d'entraînement soit au moins entamé? Bon, je crois qu'aujourd'hui, notre objectif, nous avons mobilisé un club autour, toute une population autour d'un club pour jouer un championnat. Ouais, je dis que nous avons mobilisé toute une population autour d'un club pour jouer les championnats, la Coupe du Sénégal et la Coupe de la Ligue. Aujourd'hui, quand même, ce que nous devons faire, c'est de faire une mobilisation sociale pour avoir des infrastructures. Et ce que nous allons commencer à partir de maintenant, parce que quand même, nous avons démontré quand même que nous savons faire quelque chose, que quand même nous sommes organisés. Et aujourd'hui, la bataille aujourd'hui qui va aujourd'hui, c'est mobiliser toutes les populations autour de ce terrain-là et essayer quand même de la faire, de la construire et d'y aménager des installations qu'il faut, comme ce que Dakar Sacré a eu, ce que Djambar a eu et ce que le club de Denis a eu. Mais justement, Président, comme je pense que je vais un peu plus éclaircir la question de Malal, est-ce que quand même, je sais pas, vous avez des délais c'est clair dans votre démarche? Est-ce que déjà il y a des fonds qui sont disponibles pour démarrer ce chantier et on devrait l'avoir ou bien voir les prémices dans combien de temps? Bon, mais écoute, une fois que nous sommes en possession de ce terrain-là, les papiers de ce terrain-là, je crois que nous allons commencer à travailler pour démarrer les travaux. Bon, je pense qu'aujourd'hui, et nous comptons sur notre mobilisation sociale. Bon, Nyari Sali, dans le cadre de discuterie, regorge de cadres, regorge de personnes qui sont intéressées par ce club-là. Et nous avons envie de construire un club populaire avec un capital populaire. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons demander à la mobilisation de tous les supporters de ce club-là à leur contribution pour faire ce terrain-là. Et nous comptons quand même sur nos propres personnes pour faire ce terrain-là. Et je crois que c'est possible. Voilà, avant de vous lâcher, on est presque à un mois du début du championnat. Comment se porte votre club? Les détails sur la préparation de la pré-saison? Bon, nous sommes en train de nous préparer, bon, mais quand même avec un budget limité, parce que tous les ans... Oui. Allô? Alors, je disais que tous les ans, quand même, on fonctionnait avec un budget de 100 millions, et le budget pratiquement été réalisé à 80%. Et je pense qu'aujourd'hui, cette année-ci, quand même, nous allons avoir un budget à la baisse. Parce qu'aujourd'hui, notre mobilisation va tourner autour de ce terrain-là. Et nous avons demandé quand même à l'entraîneur et aux techniciens de jouer le maintien. Voilà, merci Président. Merci beaucoup. Malal, vous avez entendu le Président. Maintenant, l'objectif, c'est plus les infrastructures, les installations que le sportif. Ben oui, ils ont raison. Un club comme Nyari Tali, je pense que de toutes les équipes qui sont à Dakar, c'est le plus populaire. Hein. Donc il va falloir pour cette équipe faire rapidement de ce terrain un joyau avec des terrains de football, des centres d'hébergement, centres de musculation, centres médicaux. C'est bien placé. C'est extrêmement bien placé. Voilà. On peut même y construire un endroit pour héberger des gens afin que ça puisse rapporter de l'argent, mais également jouer sur le naming. Il faudrait que l'on dirigeant commence à copier ce qui se fait de bien sur l'étranger, sur l'extérieur, pour l'amener au Sénégal. Moi, je pense que des structures comme Orange, comme tant d'autres, hein, ne rechigneraient pas à mettre leur nom sur une structure comme ça. Et puis, on peut avoir confiance en eux. Cette équipe de Nyari Tali, ils se débrouillent très bien dans ce domaine. Il y a la boutique du club, tout ça. Et que les supporters aussi jouent pleinement leur rôle. Que ces supporters-là soient des acteurs qui font vivre le club. Déjà en payant le ticket, en achetant le maillot pour venir au stade, pousser l'équipe dans le calme et dans la non-violence, ça permet de faciliter la réalisation de ce projet. Ils ont aussi le rôle à jouer. Voilà, donc un très beau projet du côté de Nyari Tali, mais comme l'a dit le Président, il
faudra rester parmi l'élite en première division. Justement, l'élite, vos amis saint-louisiens, vos parents saint-louisiens ont failli la quitter. Mais, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, vous l'avez dit, hein, Diao. L'équipe de la Linguère de Saint-Louis, qui était reléguée à la fin de la saison en Ligue 2, va évoluer par la force des choses avec donc la suspension de Ouakam en Ligue 1 la saison prochaine. Comment donc les Saint-Louisiens ont accueilli cette nouvelle? Pourquoi il y a autant de problèmes à Saint-Louis à la Linguère? Nous avons envoyé notre reporter à Saint-Louis, Habib Sek et Ousseynou Diop, pour y trouver des réponses. Relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison 2016-2017 avec une décevante 13e et avant-dernière place, la Linguère de Saint-Louis a profité de la suspension pour 5 ans de l'US Ouakam pour rester en Ligue 1. Oui, c'est un ouf de soulagement parce que vous savez que personne ne peut comprendre la Linguère en deuxième division. Surtout les Saint-Louisiens qui se sont toujours donnés, une équipe qui a toujours joué les grands rôles dans le football sénégalais. L'équipe fagnon de Saint-Louis et même de toute la région était minée par des querelles internes, ce qui a provoqué les mauvais résultats que l'on connaît déjà. Aujourd'hui, l'équipe dirigeante actuelle, sous la houlette du président Dr Amadou Dia, compte apporter des innovations pour éviter le syndrome de la saison dernière. Avec cette relégation, nous allons revoir beaucoup de choses. Surtout que cette relégation, on la voyait venir, on savait que ce n'était pas une affaire, un problème financier, un problème organisationnel, mais c'était vraiment des querelles internes. Un maintien pour cette année et aussi le programme que les techniciens sont en train de faire sur le plan administratif, sur le plan technique et sur le plan financier pour que vraiment qu'on puisse avoir un club fort au niveau de la région de Saint-Louis. Donc quand on voit le démarrage au niveau du stade, l'engouement que ça suscite et aussi en tout cas la paix qui règne autour de l'équipe, on pense que la main dans la main, on pourra faire une bonne saison. Dirigeants, supporters, sympathisants, anciens joueurs se sont retrouvés autour de l'essentiel, c'est-à-dire le développement du club. L'expertise locale est prônée pour la gestion technique, mais aussi un recrutement judicieux et efficace des joueurs capables de permettre à la Linguère de jouer les premiers rôles. En tout cas, recruter le maximum de talents saint-louisiens, avoir un encadrement technique regardant, essayer d'avoir une équipe compétitive et peut-être pour la 3e année, être carrément conquérant. La Linguère de Saint-Louis est une grande équipe. Nous, les supporters, nous sommes mobilisés pour que l'équipe revienne au même niveau que les années précédentes. Nous allons rencontrer toutes les sections de la ville pour remobiliser les troupes. Vous savez que la Linguère est l'équipe de tous les Saint-Louisiens et nous devons accompagner cette équipe. En tout cas, les supporters de la Linguère ne ménageront aucun effort pour accompagner les joueurs durant toute la saison 2017-2018 dans toutes les régions du Sénégal. Après l'échec de 2016-2017, la Linguère de Saint-Louis a désormais des objectifs. Les objectifs de la Linguère, c'est toujours de gagner quelque chose parce que c'est un grand club. Maintenant, comment y arriver? On va discuter avec les techniciens, on va voir avec les techniciens pour y arriver. Née de la fusion entre Espoir de Saint-Louis et Saint-Louisienne en 1969, la Linguère a remporté la première édition du championnat professionnel en 2009. 4 Coupes du Sénégal en 1971, 1988, 1990 et 2007. Un palmarès assez élogieux qui doit inciter les Saint-Louisiens à s'unir autour de leur club, qui est le seul représentant de la région en Ligue 1. La Linguère de Saint-Louis, Malal, un club que vous connaissez bien, qui par la force des choses va rester en première division. Et là, comme on l'a dit dans le reportage, il ne faut pas répéter les erreurs de la précédente saison. Ben, il faut tuer les querelles. Hein. Il ne faudrait pas se... C'est clair que c'est un problème de querelle. Oui, il ne faudrait pas se voiler la face. Saint-Louis a les joueurs, les techniciens, tout ce qu'il faut. Mais c'est des guerres de positionnement, des querelles entre personnes, entre responsables, qui font que la Linguère de Saint-Louis a des difficultés. Qui font qu'à Saint-Louis, on n'a pas une ligue de football régional qui a été renouvelée. Donc, c'est des problèmes que les Saint-Louisiens doivent prendre à bras le corps, avec le courage, se regarder dans le blanc de l'œil, se dire la vérité et se mettre au travail. Voilà, se mettre au travail, la première division sénégalaise de football sénégalais qui a besoin donc de la Linguère de Saint-Louis, qui se doit de réaffirmer sa place parmi cette élite du football. Rappelons donc que le démarrage de ce championnat prévu le 18 novembre, pratiquement un mois jour pour jour, avec Génération Foot qui devra défendre son titre de champion.
et les autres équipes comme Djambar et Dakar Sacré-Cœur qu'on vient de voir qui auront leur mot à dire. Il y a eu beaucoup de changements quand même dans ce football en première division. Ndiabour qui a un nouveau président, tout cela. Je pense qu'avant le début du championnat, ici à Sport à la Une, on essaiera de faire le point dans les clubs sénégalais avec beaucoup de mouvements de joueurs également. Nous parlons de mini-foot, Malal, avec un coup d'essai qui se transforme en coup de maître pratiquement pour le Sénégal, avec les Lions du Sénégal qui finissent à la 3e place en Coupe du Monde de mini-foot, si on peut avoir les images, voilà, donc éliminés en demi-finale face au Mexique, des poulains de Cher Sidiba qui se sont imposés lors de la petite finale plutôt, face à l'Espagne 5-0. Malal, ce sport-là, vous le connaissiez? Un peu. Je ne pensais même pas qu'on faisait ça au Sénégal. Voilà, donc Cher Sidiba, l'ancien international que vous avez l'habitude de voir ici, souvent à Sport à la Une ou bien dans nos émissions spéciales, qui réussit donc cette prouesse de qualifier le Sénégal à cette compétition et de finir 3e. Nous parlons à présent de judo. Oui, avec le portrait du jour qui s'intéresse au caporal-chef Bara Ndiaye, judoka sociétaire de l'ASFA. Il est aujourd'hui âgé de 44 ans, le plus vieux sur le tatami, qui a obtenu donc la médaille d'argent samedi dernier à l'occasion de la Coupe du Président de la Fédération sénégalaise de judo, Marianne Siva Diop Khadim Cissé. dama demoon daaja juste bu ma ñëwee xam rek ma nekk si koñ bi ne comme booy Grand Dakar genre yooyu noonu xeex def yooyu noonu sama jël ma dugal ma si kung fu 2004 laa ko commencé waaw 2004 laa commencé kung fu waaye mais maa ngi commencé compétir depuis 2010 waaw mais gis naa si ay résultats yu baax a baax franchement parce que ni yokk na ma si wàllu xel yokk ma si wàllu lépp si daal si lu nit di def si àdduna rek yokk na ma si réccu ma lu ma ko doon defee daal. waaw championnat Sénégal jël naa plusieurs fois. loolu moo tax sama coach bi am confiance ci man sax pour sélectionner équipe nationale waaw jël naa 4 fois laa ko jël dem championnat d'Afrique jël benn médaille d'argent delluwaat jël beneen. Ce n'est pas le bon élément. Nous allons donc à la découverte de ce caporal-chef Bara Ndiaye, sociétaire de l'ASFA à 44 ans. Il est le plus vieux combattant sur le tatami et pourtant il a gagné lors de la Coupe du Président de la Fédération une médaille. Marianne Siva Diop. La Coupe du Président de la Fédération sénégalaise de judo a vécu samedi au dojo national. Parmi les combattants engagés, un judoka a été la plus grande attraction. Il s'agit de... Je m'appelle caporal-chef Bara Ndiaye, j'ai 44 ans, je suis judoka et je suis à l'ASFA. À 44 ans, caporal-chef Bara Ndiaye est sans doute le judoka le plus âgé dans les compétitions. Il faut que les jeunes qui sont ici là, il faut que je les montre que moi-même, là, en ce moment, je peux les battre jusqu'à présent. Donc moi, je dis à les jeunes judokas, il faut avoir le courage pour pouvoir aller loin. Parce que moi, je dis que tant que je continue à faire le judo, normalement, les jeunes judokas, dès qu'ils me regardent, ils devaient avoir le courage, plus de courage pour rester sur le tatami, pour faire les combats. Parce que moi, je dis qu'en ce moment-là, ma génération, tout le monde a arrêté. Donc moi, je peux être le monument de judo. Si les gens me voient, ils vont avoir le courage de faire le judo et pour pouvoir aller loin pour faire beaucoup de choses. Ancien coéquipier de Maître Lassana Coly, champion du monde militaire, et Maître Abdou Karim Seck, actuel entraîneur national, caporal-chef Bara Ndiaye a aussi décroché pas mal de titres pour le Sénégal. Depuis en 1999 jusqu'en 2010, j'ai pris les championnats du Sénégal. Et même les tournois de Saint-Louis aussi, 1999, c'est là que j'ai eu médaille argent. Après 2000, c'est là que j'ai pris le tournoi de Saint-Louis jusqu'à présent. C'est en 2003 que j'ai allé aux Jeux Abuja, Jeux africains. C'est là que j'ai eu médaille bronze. Après là, on m'a dit que bon, tu vas aller au centre de Rabat qui se trouve au Maroc. En 2003, j'ai eu médaille bronze. 2004 aussi, j'ai eu médaille bronze. 2005, c'est là que j'ai eu médaille d'argent. 2006 aussi, j'ai eu médaille bronze. 2007, j'ai eu médaille d'argent. Bon, les championnats du monde, j'ai fait, 2 fois de champion du monde. En Égypte, j'ai pris, 7e place. À 44 ans, caporal-chef Bara Ndiaye veut réintégrer l'équipe nationale. Et pourquoi pas prendre part à la Coupe du monde des vétérans, même s'il ne se considère pas comme un vieux. Avant, on m'a dit que je vais aller faire les compétitions vétérans et tout ça là. Mais
comme ils ont insisté. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis prêt pour y aller. Parce que moi, j'aime vraiment faire quelque chose de vraiment spécial pour le Sénégal. Je l'ai vraiment souhaité avoir des qualifications pour aller aux Jeux Olympiques et tout ça, pour pouvoir faire quelque chose pour le Sénégal. Vraiment, ça, je l'aime vraiment. Et je vais essayer de faire tout pour le Open de Dakar, pour prendre la médaille d'or, pour faire plaisir pour le Sénégal et pour l'ASFA et pour tout. Parce que si je continue comme ça, là, en ce moment, il y a l'ASFA aussi, parce qu'ils m'ont donné beaucoup de choses. Et c'est à moi maintenant de l'aider le Ndjoukal. En attendant de voir son rêve se réaliser, il continue ses entraînements à l'ASFA et prépare l'Open de Dakar, prévu au mois de novembre. C'est exactement le 4 novembre prochain donc que va démarrer la prochaine compétition de judo avec cette compétition dotée du trophée de la Coupe de l'ambassadeur du Japon. Une répétition générale avant l'Open de Dakar. Comment se préparent toutes ces compétitions est prévue dans la capitale. Maître Nafissatou Gueye, directrice sportive à la fédération, a répondu à cette question. Là, nous avons mis 2 compétitions dans le calendrier, à savoir aujourd'hui la Coupe du Président de la Fédération et dans 15 jours la Coupe de la Direction Technique pour que les combattants aient un peu de combat avant d'aller pour la Coupe de l'Ambassadeur du Japon, qui sera une compétition semi-open, c'est-à-dire qu'il y aura mi-lourd et lourd. Donc les petites catégories ne feront pas partie de cette compétition. Nous voulons occuper Marius Ndiaye comme nous allons le faire les 18 et 19 lors de l'Open de Dakar, en faisant le tirage au sort dans les normes, commencer à l'heure indiquée, la décoration, faire tout comme c'était un Open. C'est en fait un test compétition pour l'Open de Dakar. La Coupe de l'ambassadeur du Japon est une très grande compétition. C'était une compétition toute catégorie, comme c'était à l'origine au Japon. Il n'y avait pas de catégorie de poids. Et c'est pour attirer un peu plus de combattants, parce que nous avons remarqué qu'au Sénégal, que les catégories les plus grandes n'ont pas beaucoup de combattants. Donc c'est pour ça que nous avons fait 2 catégories, et donc au lieu de le faire en Open, nous avons fait un semi-Open. Les pesées, comme c'est le règlement Fédération internationale, auront lieu le vendredi 3, et la compétition va démarrer le samedi à 9h, Inch'Allah. La date est choisie en concertation entre la Fédération sénégalaise de judo et l'ambassadeur, qui est là pendant les démonstrations et pendant toutes les finales, et il reste jusqu'à la remise des récompenses. Puis avant le foot européen, retenez que le maire de Dakar Plateau a subventionné les sportifs de sa localité. Toutes les disciplines ont reçu de l'aide de la part de la mairie à l'issue d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la municipalité. Je propose d'écouter Aliou Ndoye, interrogé par Khadim Sissé. Chaque année, la commune libère ce qu'elle appelle la subvention aux associations sportives et culturelles. Donc cette année, en tout cas, on respecte cette tradition en libérant une enveloppe de 20 millions au profit de ces associations culturelles et sportives. Il s'agit des ASC, il y en a 5 au plateau, mais également de toutes les écoles, écoles de football, écoles de basket, le handisport, mais également, je dirais, les vétérans. Tous ceux-là sont dedans, sont dans cette subvention-là. Et peut-être l'innovation, c'est que nous forçons un peu la main. Au-delà simplement des activités de Naïta, nous voulons rendre les choses beaucoup plus utiles. D'abord, l'appel à l'absence totale de violence qu'a réitéré le préfet de Dakar Plateau. Et nous encourageons toute la jeunesse justement, vraiment, parce que c'est ça qui est assez décourageant. Ces activités sont des activités de retrouvailles, des activités culturelles, des activités qui doivent en tout cas cimenter davantage notre vie commune, plutôt que de créer une adversité gratuite qui mène à certaines formes de violence qui ne s'expliquent pas. L'autre élément, c'est que le sport, oui, quand on réunit autant de centaines de jeunes, voire des milliers, mais il faut essayer d'en tirer plus de bénéfices pour la société. D'abord par l'implication de ces ASC dans les activités socio-économiques de la commune, des communes d'appartenance, mais également dans tout ce qui bouge, qui fait bouger cette commune. Voilà pourquoi nous poussons un peu le bouchon en faisant créer au niveau du plateau un club professionnel dans lequel nous avons mis en actionnariat les 5 ASC à hauteur de 45%, mais également toutes les autres entités que je viens de citer, les différentes écoles à hauteur de 20% et la commune à hauteur de 34%. Pour justement qu'on aille vers cette idée souvent chantée
à savoir qu'après le sport, il y a tout ce qui concerne les métiers du sport, tout ce qui concerne ce développement dont certains vivent. L'actualité du football européen marquée par le derby milanais qui a tenu toutes ses promesses. En Espagne, le Real Madrid qui profite du duel entre l'Atlético de Madrid et le Barça. En France, le Paris Saint-Germain qui s'impose de justesse à Dijon. Mambiram Diouf, cher Sadibou Diarra. Il est peut-être le grand bonhomme des championnats de football européens ce week-end, tant Mauro Icardi a épaté par son efficacité lors du derby milanais. Plein de rebondissements en Série A, auteur d'un triplé, l'attaquant argentin a éteint l'éclair de Suso et a permis à l'Inter de l'emporter 3-2, une victoire qui propulse les interistes à la deuxième place derrière Naples. Les leaders napolitains ont, eux, pris le meilleur sur l'AS Rome grâce à Insigne, leur 8e succès consécutif. Coup d'arrêt par contre pour la Juventus, battue à domicile par la Lazio de Rome, 2-1, le premier revers à domicile de Buffon et compagnie après 41 matchs. Fin de cycle pour Borussia Dortmund, aussi en Bundesliga. Dans son entre, Borussia a courbé l'échine devant Leipzig, 3-2, une première après 41 rencontres également. Une aubaine saisie par le Bayern Munich pour se rapprocher à 2 points sous la direction de son nouveau coach Jupp Heynckes. Les Bavarois ont explosé Fribourg 5-0. Autre club qui ne fait pas dans la dentelle, c'est Manchester City en Premier League. Les Citizens ont laminé Stoke City, dont Mambiram Diouf, buteur sur le score de 7-2. L'autre club mancunien, lui, est revenu de Liverpool avec le point du nul. Manchester United, qui a fait le dos rond toute la rencontre, a obtenu le 0-0. Tottenham, difficile vainqueur de Bournemouth, 1-0, complète le podium. Chelsea et Arsenal ont été surpris sur le même score de 2-1 respectivement par Crystal Palace et Watford. C'est sur ce score de 2-1 que Paris Saint-Germain a dominé Dijon en Ligue 1 française. Son latéral droit, Thomas Meunier, a roulé Djileboudji et compagnie dans la farine en signant un doublé. Son dauphin Monaco est maintenant à 6 points suite à sa défaite 3-2 à Lyon d'un grand Nabil Fekir. Saint-Etienne remonte lui sur le podium après sa victoire sur Metz 3-1 au Gradam de Marseille, tenu en échec par le premier de Strasbourg 3 buts partout. Moustapha Diallo, buteur, a lui activement participé au succès de Guingamp devant Rennes 2-0. Dans la Liga espagnole, le choc de la 8e journée s'est soldé sur le score d'un but partout entre Atlético Madrid et Barcelone. Luis Suarez a répondu à l'ouverture du score de Souniguez. Le poursuivant direct du leader, Valence, a cartonné à l'extérieur Betis Séville. 6-3, dont un magnifique de González Guedes. Le Real Madrid, 3e du classement, est revenu à 5 points du FC Barcelone grâce à sa victoire aux dépens de Getafe, 2-1, des réalisations de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, leur première de la saison à Liga. C'est une prouesse de l'avoir sur ce plateau, tellement son anniversaire a été bien arrosé. Il est finalement là. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà. Et merci à vous. Donc tu reprends tes esprits. Hein. On démarre avec la Coupe du Monde U17 avec 7 joueurs nigérians. Voilà, 7 joueurs nigérians nés le 1er janvier. Oui, effectivement, un scandale ou pas. En tout cas, c'est très louche à la Coupe du Monde U17 en Inde. Le Niger a présenté une liste de joueurs dont 7 sont nés un 1er janvier. En tout cas, c'est louche pour certains. Mais en tout cas, lors de l'édition précédente, le Nigeria avait fait pareil et on avait même sanctionné le Nigeria. Et maintenant, la FIFA exige des tests. Est-ce qu'il n'y avait pas un concours pour le BP de l'année? Non. En tout cas, cette image a fait le tour du web ce week-end. Franchement. C'est suspect, mais quand même, on va avoir confiance à nos amis nigérians qui sont en train quand même de construire leur football puisqu'ils ont réussi à qualifier leur équipe nationale U17 à la Coupe du Monde. Justement, les éliminatoires de la Coupe du Monde chez Léa. On en parle avec Omar Da Fonseca. C'est un consultant qui officie à beIN Sport, qui craque littéralement pour Lionel Messi. Le phénoménal Omar Da Fonseca est connu par ses envolées lyriques
L'Argentin a été fidèle à sa réputation mardi soir pendant la rencontre Argentine-Équateur, Équateur-Argentine. Regardez. Occasion, goal pour Messi. Vamos Messi. Messi, il s'appelle Messi. C'est un garçon pas comme les autres. Mais je l'aime, c'est pas ma faute. Il peut y aller, évidemment, Léo Messi. D'abord, il s'arrête et il accélère Messi. Le ballon. Vamos Messi. Maestro ça. Voilà. Maintenant, bien sûr, vous avez déjà le pyjama. Maintenant, vous pouvez le déboutonner. Celui-là qu'on croit qu'il faut qu'il intervienne. Le vrai crack, le sol. Il a, je suis obligé. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que... Voilà, je pense que... Donc, Fonseca, le phénoménal. Il faut rappeler qu'il est argentin. Hein. C'est pas un gourmet. Il est phénoménal. En tout cas, il y a plus fort que Malala. Ah ouais. Ça, je n'ai pas encore posé. Et puis, chez les Messi, justement, la famille qui s'agrandit. Effectivement, en tout cas, sa femme, Antonella Rakuzu, a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. Et c'est la famille de Messi qui s'agrandit. Ah, c'est ça, il faut faire de petits Messi. MLS présent, Kaka qui fait ses adieux à Orlando. Effectivement, Kaka, le Brésilien, a 35 ans et il a décidé d'arrêter le football. En tout cas, selon son dernière interview, il a fait une interview d'ailleurs pour préciser qu'il se peut qu'il parte au pays, qu'il retourne au pays pour faire une dernière saison avant de quitter. En tout cas, il y avait de l'émotion aux États-Unis. On peut regarder l'élément. Voilà, Kaka, un grand monsieur du football brésilien. Le Ballon d'Or en 2007. Ouais, le dernier Ballon d'Or avant Messi et Cristiano Ronaldo. Je pense que les blessures quand même lui ont gâché sa fin de carrière en Europe. Et puis là, ce sont des joueurs du Hertha Berlin, c'est en Allemagne, à genoux, en solidarité avec les athlètes américains. Je pense que c'est une histoire qui est en rapport avec Donald Trump. Effectivement, genoux à terre lors d'un hymne américain. C'est à la mode, c'est pour protester contre les violences policières dont est victime les Noirs aux États-Unis. Les joueurs d'Hertha Berlin, eux, n'ont pas hésité à soutenir leurs homologues américains. Regardez. Football et la politique à FU, pour finir. Oui, il y a des vidéos très spectaculaires, d'ailleurs, je vous promets. Déjà, je vous présente ce tacle bizarre. C'est comme si dans un film. Regardez. Il est venu avec des ciseaux, hein? Oui, Carrément. En Pépé, c'est un enfant de cœur. C'est Pépé. Non, 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 je dis c'est un enfant de cœur. Par rapport à celui-là, ah ouais, c'est vrai. Oui, la deuxième vidéo, c'est en Premier League. Manchester City, Stoke City, il y avait des buts, 7 buts à 2. Ouais. Mais aussi, le roi Sané a souffert. Regardez.
Voilà, phénoménal. Techniquement, il le est très roi bon. Sané qui aurait dû ou pu porter le maillot du Sénégal. Effectivement. Dommage. Mais dommage. On termine avec cette vidéo. C'est peut-être on peut dire le raté de l'année ou bien l'un des ratés de l'année. Regardez. Chagaron, Chagaron, Chagaron. Voilà, c'était. C'est Jimmy Briand. Ouais, c'était ce week-end face à Rennes, Jimmy Jimmy Briand. Mais tu aurais dû aussi montrer le raté de Mbappé. Ah oui. C'était pas évident. Il y a aussi Cristiano Ronaldo. Ouais. C'est clair, c'est clair. Voilà, merci Mamadou Ndiaye. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous lundi prochain. Et puis, à ne pas oublier la finale du tournoi de la presse. Il y a eu ce barreau qui nous tympanise. Voilà, je pense que Presse Foot, la finale GFM contre CNews. Ouais, samedi prochain. Finale prévue samedi prochain. Donc, victoire impérative pour GFM. Tous au stade, donc samedi, à Alassane Djigo, c'est ça? Non, Amadou Barry. Amadou Barry pour soutenir les joueurs du groupe Futur Média. Merci Mamadou Ndiaye, merci Malal, merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à la réalisation de cette émission. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. On se donne rendez-vous lundi prochain. Au revoir.